Salut, c'est Jérôme. Sous la verrière qu'on a rafraîchie, il y a un soubassement en pierre de taille, dans son jute, qui a beaucoup souffert des guerres, de divers aménagements et tentatives de réparation. Et en plus, il n'est pas tout propre. Alors, ce printemps, on a décidé de le restaurer et de redonner un coup de neuf à ces pierres. Avant toute chose, on a déplacé les plantations et retiré les bordures qui longeaient la façade. Puis on va décaisser une bonne partie de la terre devant le bâtiment, aussi bien pour vérifier l'état des fondations de la verrière que pour colmater les trous et éviter de laisser les racines des futures plantations s'immiscer entre les pierres. Dans tout cela, à part de grosses pierres, on a découvert un piquet de terre, enfin, ce qui aurait dû être un piquet de terre, mais qui en fait n'était qu'un morceau de tuyau en métal fin auquel un fil a été attaché. Pas très conforme. Sinon, ce qu'on a retrouvé en quantité, eh bien, c'est du verre. Presque normal si on ose dire, car ce sont les débris restants des verres qui à l'origine ornaient les carreaux de la verrière. Pour certains, vu les coupes, on peut même déduire dans quelle forme ils se plaçaient. Après le retrait de la terre, un bon nettoyage des pierres et des fondations s'impose. Parce que l'air de rien, on ne se rendait pas compte, c'est très sale. Plus la mousse ou les lichens qui se sont développés sur la pierre. Alors, on ne gaspille pas d'eau potable, le nettoyeur haute pression peut s'alimenter depuis une bassine que l'on remplit régulièrement avec de l'eau de la citerne. Ce genre de nettoyage a quelque chose de très satisfaisant, on trouve. Mais par contre, cela fait fort ressortir les réjointoiements peu soigneux faits au ciment gris. Comme second nettoyage, on retire toutes sortes de clous, de pointes, câbles et diverses choses plantées dans les pierres. Ainsi que ce très joli conduit de la pompe vide cave qui sort en plein milieu de tout. Et la plaque qui cache en fait l'aération de la cave. Après ce nettoyage, ça paraît ironiquement encore plus sale, car ça fait ressortir les trous des nombreux impacts de balles durant les guerres, en plus de ces pâtés de ciment, tout simplement dégueulasses, il faut le dire. On va donc purger tout ça. On fait sauter le rejointoiement au ciment, si possible délicatement vu que le ciment est plus dur que la pierre. Sur certaines pierres, il y a aussi des tartinades de mortier qu'on ne comprend pas bien, ou alors, comme sur celle de l'aération de la cave, où cela semblait sceller un ancien grillage. De nombreux patchs de mortier ont aussi servi à reconstituer les coins des grosses cassures sur certaines pierres. Les joints qu'on retire ne sont en réalité qu'assez superficiels et derrière les cavités sont importantes. Tant mieux en fait, cela facilite notre travail. Bon, et bien voilà qui est fait. Enfin, pour cette moitié, car il en reste encore. La pierre, avec l'ouverture de la cave, est beaucoup moins épaisse que les autres et n'est que calée entre les deux adjacentes.
Du coup, elle s'est retirée assez facilement. Et voilà qu'on arrive au bout de la purge du ciment. Un peu de maçonnerie maintenant pour la pierre de la cave. On souhaite la remonter et la mettre à son niveau d'origine, mais tout en conservant une aération de la cave essentielle, tout en même temps conserver une évacuation pour la pompe vide-cave, même si on n'a jamais eu d'eau dans celle-ci, sait-on jamais, il sera trop tard après pour prévoir tout ça. On a donc réagencé et un peu taillé les pierres de fondation pour faire une brèche de la taille du conduit de décharge. Maintenant, on peut remettre la pierre. Il faut mouiller le mur avant de maçonner et on en profite pour mouiller tout le soubassement puisqu'on va le rejointoyer. On a mouillé de très nombreuses fois et à intervalles réguliers car la pierre est très absorbante. Pour surélever la pierre et laisser le trou d'aération en dessous, ce qui sera plus discret, on place 2 pierres de chaque côté, puis on remet la pierre qu'on scelle avec du mortier. On passe maintenant au rejetement des pierres. Après avoir encore mouillé tout le mur, on peut commencer. On a préparé notre mortier chaussable, comme pour la maçonnerie traditionnelle dans la maison. Et encore, juste avant de remplir les cavités, on n'hésite pas à mouiller, car cela boit, et puis on est en plein soleil. Pour les joints verticaux, c'est toujours moins évident, surtout ici vu le faible interstice et la quantité de mortier à pousser tellement le trou est profond. Alors on s'est confectionné un petit outil avec un morceau de zinc coupé en rectangle, légèrement plié en deux et dont 2 coins sont repliés vers l'intérieur en laissant juste ce qu'il faut comme espace entre les bords. Eh bien, il s'avère que c'est juste ce qu'il nous fallait pour ce travail. Il y a peut-être un outil de la sorte qui existe, mais on n'en a jamais vu. On doit donc rejointoyer entre toutes les pierres. Oui, alors on parle de rejointoyer et de joindre, même si techniquement ce n'est pas correct, car en réalité ici, on renfloue le mortier manquant entre les pierres. Les joints à proprement parler, on les fera plus tard avec un mortier de type différent. C'est d'ailleurs pour cela qu'on ne met pas du mortier jusqu'à fleur des pierres, il reste un espace. Et puis, une fois terminé, et quand le mortier a tiré, on vient gratter avec une brosse métal pour retirer les débordements et bien creuser le futur joint. Tant qu'à faire, les pierres de fondation, elles aussi, bénéficieraient d'un bon rechatoiement, et ici le mot est correct. De nouveau, on n'hésite pas à mouiller régulièrement pour que cela ne tire pas trop vite et aussi pour préparer la phase suivante. Sur les pierres de fondation, on va également faire un enduit chaussable. En premier lieu, on fait un gobelet d'accroche ou un mélange assez liquide, bien dosé en chaud et de sable 0,4. Avant l'enduit, dans le trou d'évacuation de la cave, on a placé notre tuyau et simplement calé avec de la blocaille. L'idée est de pouvoir facilement le démonter s'il le fallait. Pendant ce temps-là, on observe les pierres et avec la lumière rasante de fin de journée,
On peut bien voir les traits laissés par les outils lors de la taille des pierres, qui a été faite à la main. Pour la suite, on prépare l'enduit avec du sable 0,4 et de la chaux hydraulique, même proportion que pour le mortier. Pour un vrai enduisage, cette couche serait le corps d'enduit, et par-dessus on viendrait encore appliquer une couche de finition avec du sable 0,2 et moins dosé en chaux. Mais ici ce ne sera pas visible, et l'idée est de protéger les pierres des infiltrations et agressions, y compris des racines et plantations, mais pas d'étanchéifier ou d'être décoratif. Et comme il n'y aura pas de seconde couche, on peut fermer et lisser l'enduit. C'est un bon entraînement à l'enduisage. Au final, on voit quand même bien les marques de talochage, et pour le test, on l'a fait en plusieurs fois, et à la couture entre les deux travaux, c'était difficile d'avoir quelque chose qui ne se voit pas. Quand on s'attaquera à la façade, un jour, il faudra qu'on tienne compte de cela, mais bon, on se renseignera plus en détail. Et voilà pour les pierres de fondation. Pour réparer les pierres de soubassement, qui sont des pierres calcaires, on va faire un enduit imitation pierre, à base de cette même pierre. Et ça tombe bien, des morceaux de pierre calcaire, on en a à foison un peu partout, puisqu'il y en avait beaucoup dans les constructions de l'usine dont il reste le remblai. L'idée est de broyer la pierre pour obtenir un mélange poudreux avec si possible une granulométrie de 0,4. Et comme liant, on va utiliser de la chaux et du ciment blanc. Oui. On a fait bon nombre d'essais, de diverses compositions et proportions pour obtenir ce que l'on voulait, c'est-à-dire quelque chose de similaire à la pierre, aussi bien visuellement qu'au niveau de la dureté, mais aussi de la porosité et de la perméabilité à la vapeur. On pourrait croire que le ciment ne conviendrait pas, car trop étanche, mais ici la charge c'est du calcaire qui lui est perméable contrairement à du sable. Donc le ciment joue surtout ici le rôle de colle et permet d'arriver à une certaine dureté et donc résistance. On parle bien ici de reconstituer une pierre, pas de joint. On a donc pris tous ces paramètres en compte, testé la dureté et fait des mesures d'absorption d'eau en pourcentage pour être au plus proche de la pierre naturelle. Après tout cela donc, on arrive à notre recette, finalement assez simple qu'on a mis en description. Mais attention, c'est basé sur nos tests avec notre pierre calcaire et les liants qu'on utilise. Et par expérience, les résultats pourraient être différents avec d'autres matériaux ou même d'autres fournisseurs. Le dernier test, le voici. Le bon mélange ne fait pas tout, il faut aussi trouver la bonne façon de l'appliquer et travailler le mortier pour obtenir l'aspect désiré. Ici, pour le projet, on ne fonctionne pas par coffrage, et donc la face visible après application est ce qui nous intéresse. Et à vrai dire, on est très satisfait du mélange, après un petit travail de surface, mis à côté d'une vraie pierre, on s'y tromperait. Bon alors, pour rappel, on vous a présenté comment nous on fait avec nos contraintes et nos souhaits, il y a certainement plein d'autres façons de faire, toutes aussi valables, voire même meilleures. Avant de s'y mettre, il faut broyer des pierres pour produire la poudre de pierre ou encore la charge du mortier. Le soubassement est une pierre assez claire comparée aux autres du bâtiment, et heureusement on a ça dans notre stock de pierres trouvées dans les remblais. Après un nettoyage sommaire, on la broie à la masse. C'est une pierre assez tendre, alors ce n'est pas trop difficile. Puis on tamise pour obtenir la granulométrie désirée, et le reste sera remis pour broyage, ou utilisé autrement. Chaque pierre est différente, et la teinte varie un peu, mais on garde un œil sur le mélange final. On s'est aussi un peu amélioré sur la technique de broyage, en tapant la masse contre une autre pierre, et puis les morceaux restants après tamisage, après avoir retiré les plus gros,
plutôt que de les broyer à nouveau, ce qui en passant est plus difficile car ça vole partout, eh bien en fait les faire rouler entre deux plaques de cette bordure en ciment, ça fait très bien l'affaire. Un peu comme le fait la meule d'un moulin avec les céréales finalement. Si on devait le faire à grande échelle, ce qui n'est pas exclu vu nos idées de projet, on pourrait imaginer quelque chose de plus mécanisé dans cet état d'esprit. Bref, concernant la teinte, on a remarqué que la teinte de la poudre sèche correspond assez bien au rendu final une fois sec. Du coup, on a apporté des petites corrections au mélange final en y incorporant petit à petit de la poudre de pierre plus foncée. Et on a prélevé un peu du mélange final comme échantillon, au cas où il faudrait en préparer encore par la suite. Allez, il est temps enfin de s'y mettre. On a déjà fait une première pierre dont on est content, alors c'est parti. Encore et toujours, mouiller, mouiller et mouiller. Pendant que cela absorbe, on prépare l'enduit. Au début, on ne savait pas trop quelle serait la consommation. Comme on était encore en phase de test, finalement, on procédait par petites quantités pour ne pas gaspiller la poudre, qui prend tout de même un peu de temps à produire. Et justement à cet effet, pour gagner un peu de temps, on prépare une deuxième version de l'enduit à base du premier, mais dans lequel on ajoute des morceaux plus gros qui ne sont pas passés par le tamis et qu'on a gardé de côté. Cet enduit, ou béton de pierre calcaire finalement, on l'utilise pour colmater les plus gros trous, histoire de ne pas y mettre que la version fine qui demande beaucoup de pierre broyée. Mais par-dessus, on termine avec l'enduit de finition. Pour les bords des pierres, on s'aide d'une plaque qui sert de guide afin de reconstituer les arêtes des pierres qui sont quasi toutes manquantes ou ébréchées. Les cavités taillées dans les pierres qu'on appelle gouttes, ce sont en réalité les anciennes évacuations de l'excédent d'eau de la verrière, puisque c'était une serre avec de la terre au sol. Aujourd'hui, c'est colmaté par la chape de béton coulée dans la pièce. Et sur la pierre de la cave, on réalise qu'il y avait aussi une goutte rebouchée au ciment, et donc la pierre était bien à cette hauteur à l'origine. À partir de là, on a commencé à préparer l'enduit en plus grande quantité, car l'air de rien, même si ce sont de petits trous et arêtes, ça part vite. Voilà, déjà une bonne moitié de fait. Pour les arêtes des pierres, quand elles sont trop endommagées, surtout près des coins et aux jonctions entre trois pierres, on a trouvé plus facile de remplir tout, puis à l'aide d'un guide de creuser les joints dans l'enduit encore tout frais qui est légèrement tiré. Tout ça tombe dans le seau d'enduit au sol pour ne pas gaspiller. Pour la finition de surface, la brosse métallique est trop agressive avant la prise totale et après ça devient fastidieux. Et on a trouvé qu'une petite plaque en verre faisait un super travail et grâce à un bord bien droit permet de bien égaliser les surfaces tout en donnant l'aspect rugueux qu'ont les pierres naturelles tout autour. On peut aussi obtenir un bel aspect fini directement à la truelle, comme c'est le cas pour les trous. Ou encore, si la pierre environnante présente des petites altérations et reliefs, les reproduire en les sculptant dans l'enduit qui a tout juste tiré et en aspergeant d'eau pour lessiver une partie du liant ainsi que les particules fines et faire ressortir les petits morceaux de calcaire de l'enduit. Et enfin, quand cela est nécessaire, après la prise, mais pas complète, on passe au chemin de fer pour égaliser la face, mais aussi, si possible, reproduire les traits de taille dans le même sens que sur toute la pierre. On continue les réparations. Pour l'aération de la cave, on réutilise une partie de la grille en aluminium qui était devant le trou, coupée à dimension et pliée. On la logera dans le trou, collée avec un peu d'enduit. L'autre côté de la cave a aussi une ouverture permettant un brassage de l'air, ce qui est essentiel.
Évidemment, on est tombé à court de poudre de pierre, alors on a dû en refaire. Et grâce à l'échantillon, la couleur n'a pas été trop difficile à reproduire. Et voilà, tout est fait. On n'aurait pas dit comme ça, mais il en manquait des morceaux de pierre, et on pense même que certains joints avaient été creusés tellement l'écartement était grand. Certainement pour faciliter l'application du ciment qui avait été fait. Bref, maintenant, tous les interstices entre les pierres sont de taille similaire, tous les trous rebouchés et coins refaits. Même les gouttes ont été reprises. Avant de rejointoyer, on trouve par endroits la pierre un peu trop nickel par rapport au reste de l'ensemble, surtout là où on a fait beaucoup de réparations. Alors en guise de patine en quelque sorte, on va utiliser un peu de suie pour teinter légèrement la pierre et lui donner un aspect un peu vieilli. Pour que cela ne soit pas trop grossier, on mouille tout de suite après pour rendre la supercherie plus diffuse. Après ça, on peut rejointoyer. Pour cela aussi, on a fait beaucoup de tests avec différents sables, pierres broyées, etc. qu'on a à disposition. Au final, le mélange est composé d'un mélange de sable et de pierres broyées. Ici par contre, comme liant, surtout pas de ciment, mais de la chaux aérienne uniquement. La recette utilisée est aussi en description. Mais avant ça, devinez ce qu'on a fait? Eh bien, mouiller abondamment les joints, pardi! Et puis on peut rejointoyer. Bon, c'est vrai, on rejointoie de gauche à droite, ce qui n'est pas idéal. Dans l'autre sens, chaque coup de truelle est bien entassé et serré le joint sur lequel on est déjà passé. Ceci dit, on a tout de même bien serré et écrasé le mortier, sans compter que derrière, il y a le mortier de remplissage qu'on a déjà bien poussé. Une fois que le mortier a tiré, on vient brosser le mur afin de retirer les débordements et excédents, mais cela en diagonale pour ne pas risquer de creuser les joints. Et bien voilà, c'est tout pour le mur. On peut maintenant remblayer la terre et on va y mettre quelques plantations. Tout au long de la saison, on a aussi procédé à un petit traitement du mur pour le reminéraliser. On a fait tremper de la chaux aérienne dans de l'eau et on mélange énergiquement. Et puis quand cela a bien décanté, on vient récupérer le liquide. La chaux en pâte n'est pas perdue, la chaux aérienne, comme son nom l'indique, fait sa prise au contact de l'air, au CO2 plus précisément, et peut être conservée indéfiniment dans l'eau. On l'utilise donc au fur et à mesure dans le mortier pour les autres travaux de maçonnerie. On a aspergé l'eau de chaux sur les pierres, et cela plusieurs fois sur la saison. L'eau de chaux est saturée en hydroxyde de calcium qui va pénétrer dans la pierre et réagir avec le dioxyde de carbone présent dans l'air comme le fait la chaux aérienne. Cela permet, dans une certaine mesure, à la pierre fragilisée de se reminéraliser un peu, de la protéger et aussi de fixer la patine qu'on a fait. Et voilà! On vous remet comme c'était avant car on trouve tout de même que c'est le jour et la nuit. Et on est très content du résultat.
Encore une petite chose de faite pour redonner un coup de jeune à cette bâtisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.